Tu m'as dit quelque chose qui a attisé ma curiosité. Tu as parlé d'un type qui avait peur, qui a tiré sur le premier homme, puis sur le deuxième, et ensuite sur le troisième en partant. Cette personne possédait des informations qui n'avaient pas été dévoilées au public concernant ce crime. Je crois que tu étais là. Peut-être qu'on t'a forcé à y aller et que tu avais peur. Peut-être que tu avais peur des représailles si tu refusais d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Une exclusivité? Exclusivité. Nabil Mouganaï, 26 ans, arrive sur son lieu de travail, une épicerie familiale. Écoutez-moi bien. Comment ça se passe ici, à New York? C'était le trublion de la famille. Il n'avait peur de rien. Son frère Saleh filme Nabil qui s'amuse avec ses cousins. Tu es filmé. Il avait 3 ans de plus que moi. On n'avait pas beaucoup d'écart. Et on s'entendait très bien. C'est dans la boîte. Mon père a émigré du Yémen pour venir vivre aux États-Unis, dans le Queens, à New York, où il a acheté un commerce que nous avons encore aujourd'hui. Quand Nabil est à New York, on se faisait toujours des blagues. Je te vois! Je te vois! Je te vois! Allez, dis-lui 42. 42. Quand les clients entrent dans la boutique, ils sont comme à la maison. Et nous aussi, c'est ce qui est agréable. Quoi? Vous aimez pas mes lunettes? Je vous vois 2 fois. Une fois en 3D et une fois en normal. 3D et normal. J'adorais passer du temps avec lui. Il était comme ça. Dès qu'il allait quelque part, c'était l'aventure. Et c'était toujours sympa à vivre. À 800 km de là, à Farmville, en Caroline du Nord, Saleh tient l'épicerie le Hustle Mart avec le grand frère de Nabil, Mike. La liste des prix est là, d'accord? Ouais. Ce week-end, Nabil est en ville pour permettre à son frère de prendre des congés. Les médecins avaient dit à Mike qu'il devait se reposer. Il avait des problèmes de dos. Alors il a appelé sa famille et Nabil est venu le remplacer. Leur cousin Jabber travaille aussi à l'épicerie. Il travaillait là à temps plein. Ça lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Sam, dis à ton père de rentrer. Tu l'as entendu? Allez. D'accord. Le fils de Mike, Sam, 16 ans, vient prendre son poste. Sam était un garçon discret. Il avait toujours une énergie calme et posée que tout le monde adorait. Sam ne restait jamais au magasin le soir parce qu'il avait des devoirs et qu'il devait se lever tôt. Mais il adorait Nabil et il voulait passer du temps avec lui. C'est pour ça qu'il est resté plus tard ce soir-là. Police, j'écoute. Oui, j'ai besoin d'aide, au Hustle Mart. Je crois qu'on a tiré sur le caissier. Il saigne. Il y a du sang partout par terre. D'accord. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il réagit? Non, il gémit, c'est tout. Ils sont 2. Ah, ils sont 2. Ils sont tous les 2 touchés. Oui, les 2. La police de Farmville s'est rendue sur place. L'un des 2 agents a découvert les 2 victimes qui avaient été touchées par balle derrière la caisse.
ainsi qu'une troisième victime qui était allongée à plat ventre un peu plus loin. Visiblement, la victime qui se trouvait plus loin de la caisse était déjà décédée. Les deux autres ont reçu les premiers secours et ont été transférés à l'hôpital. La capitaine Paula Dance et l'inspecteur Shannon Stewart du bureau du shérif du comté de Pitt se rendent sur place. J'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu 2 mares de sang. C'est là que j'ai compris que c'était très très grave. Il y avait encore une personne à l'intérieur. Elle était décédée. Nous avons trouvé un portefeuille. Ses papiers étaient au nom de Jabber Alaoui. Nous avons retrouvé 3 douilles de calibre 9 mm et de l'argent éparpillé sur le sol. La caisse était ouverte. Le coffre, lui aussi, avait été ouvert. Devant la porte du magasin, il y avait de l'argent qui était tombé. Alors nous en avons conclu que les responsables étaient partis par l'avant du magasin. Il y a des caméras? Le fait d'avoir des images du véhicule aurait facilité l'identification des coupables. Mais il n'y avait pas de caméra de ce côté du bâtiment. Allô? Un policier qui était à l'hôpital m'a appelé. Nous avons appris que Nabil, qui était le frère du propriétaire du magasin, était décédé. Et Sam, le fils de 16 ans du propriétaire, avait également succombé. Mike était dévasté par la mort de son fils et des autres membres de sa famille. Je ne sais pas s'il s'en remettra un jour. Il s'agissait désormais d'un triple homicide. Nous n'avions pas l'habitude de ce genre de choses. Surtout dans un quartier où tout le monde connaissait tout le monde. Les enquêteurs se tournent alors vers leur unique témoin. Le magasin était filmé sous tous les angles. J'ai repéré l'écran de contrôle. Je me voyais en direct dessus. Je me suis dit, j'espère qu'il y a un système d'enregistrement. Nous avions espoir que les caméras aient filmé ce qui s'était passé à l'intérieur du magasin. Les vidéos sont calées quelques instants avant l'appel à la police. Les caméras couvraient pratiquement tous les angles. Elles filmaient la porte, l'endroit qui se trouvait derrière la caisse. Il y en avait même une qui filmait l'arrière du magasin. Les 2 hommes derrière la caisse, Nabil et Sam, discutaient. Montrez la caméra à l'arrière. Puis, il y avait une 3e personne à l'arrière du magasin qui passait la serpillière. Ça doit être Jabber. Visiblement, le magasin n'allait pas tarder à fermer. En regardant ces images, nous étions conscients qu'il s'agissait des derniers instants de leur vie. Et ces personnes n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver.
Revenez en arrière. À 21h58, un homme entre dans l'épicerie, une arme à la main, qu'il pointe sur Sam et Nabil, derrière le comptoir. Un autre homme entre à son tour muni d'une arme, puis un troisième. Le premier homme fait le tour pour venir derrière le comptoir. Sam et Nabil se mettent à genoux, les mains derrière la tête. Ils se rendent. Ils ne montrent aucun signe de résistance. Le premier homme est derrière le comptoir. Il vide la caisse. Il s'avance vers Sam, qui est toujours à genoux, les mains derrière la tête. Et il lui tire une balle derrière la tête. On n'en revenait pas. Puis, il pointe son arme et tire une balle dans la tête de Jabber Alaoui. Ensuite, il se retourne, comme s'il avait oublié d'éteindre la lumière. Il s'avance et il tire une balle dans la tête de Nabil. Puis, il ressort de derrière le comptoir, il se baisse pour ramasser des billets qui étaient tombés par terre, et il sort du magasin. Un braquage, 3 morts. Et ils se sont envolés en 1 minute et demie. En 30 ans de carrière passée dans la police, la vidéo de l'exécution de ces 3 hommes est sûrement la pire chose que j'ai vue. Nous savions que nous étions face à un tueur de sang-froid. Nous devions absolument arrêter ces personnes le plus vite possible, avant qu'elles ne s'en prennent à quelqu'un d'autre. Salut frérot, ça va? Ahmed m'a appelé pour me dire qu'il s'était passé quelque chose en Caroline du Nord. Il avait la voix qui tremblait. Il m'a dit que Nabil était mort. Et là, mon monde s'est écroulé. Il était tout pour moi. Et le fait qu'il ne soit plus là, c'est indescriptible. Indescriptible. Au bureau du shérif, les enquêteurs analysent les images de vidéosurveillance. Nous voulions identifier les coupables. Comment étaient-ils habillés? Quelles armes ont-ils utilisées? Les 3 hommes portaient des bandanas qui cachaient une partie de leur visage. Ça nous compliquait la tâche. Commençons par le tireur.
Revenez en arrière. Stop. Le premier suspect portait des vêtements très reconnaissables, une chemise à carreaux bleus. Agrandissez. La casquette qu'il portait était aux couleurs des Expos de Montréal. J'ai toujours adoré le baseball et je sais reconnaître les logos des équipes. Son arme ressemblait à un semi-automatique Smith & Wesson. Et nous savions qu'il s'agissait d'un calibre 9 mm grâce aux douilles. Cela ne fait aucun doute. Le premier individu était le leader. C'est lui le tireur qui exécute les 3 victimes. Il était évident que c'était lui le chef. Montre-nous l'homme devant le comptoir. Le deuxième individu portait un pantalon de sport noir et un sweat à capuche noire. Lorsque le premier coup de feu a été tiré, il a sursauté. Il était visiblement choqué, peut-être effrayé, et il est sorti par la porte. Le troisième individu portait un long short rouge et un sweat à capuche noire. Revenez au début. C'est comme un film qu'on voit pour la 3e fois. On découvre toujours des détails qui nous avaient échappé. Stop. Au moment où le premier suspect a contourné le comptoir, son bandana s'est légèrement baissé. Cet instant furtif allait peut-être nous permettre de l'identifier. La vidéo des 3 suspects est diffusée dans les médias. En diffusant ces renseignements à la population, notre objectif était que quelqu'un reconnaisse ces individus. Ce n'était pas un simple vol à l'étalage. Nous étions face à des personnes capables de tuer pour arriver à leur fin. Nous avons immédiatement reçu des témoignages. Tout le monde faisait son maximum. Tous les agents de police s'attelaient à vérifier chaque témoignage. L'un d'entre eux venait d'une femme et de sa nièce. Cette jeune femme était en voiture le soir du braquage. Elles sont passées devant le magasin ce soir-là. Et elle se souvenait d'avoir vu quelqu'un portant un sweat à capuche noire penché sur la fenêtre du magasin, comme s'il regardait ce qui se passait à l'intérieur. Il pouvait s'agir de l'homme qui a eu peur et qui est sorti en courant. Puis, il a contourné le magasin pour aller là où on a retrouvé des billets. Elle a déclaré qu'ils avaient une vieille voiture de forme ovale, mais elle ne se souvenait plus de la couleur, de la marque, ni du modèle. Police criminelle. Oui, passez-le-moi. On m'a appelé pour me dire qu'une élève du lycée de Farmville avait des renseignements. Elle affirmait connaître les 3 individus sur la vidéo que nous avions diffusée. On va vérifier, merci. On a peut-être quelque chose. Enfin. Elle avait l'air persuadée qu'il s'agissait des 3 personnes qui avaient braqué l'épicerie.
Les 3 étudiants avaient 16 ans. Et à cette époque, dans l'État de Caroline du Nord, à 16 ans, on était traité comme un adulte. Par conséquent, nous avons pu les arrêter pour les interroger. Les 3 élèves sont interrogés par la police. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressé? Ouais. On sait tous les deux ce qu'il y a de mieux à faire. Dire la vérité. Tu m'as dit quelque chose qui a attisé ma curiosité. Tu as parlé d'un type qui avait peur, qui a tiré sur le premier homme, puis sur le deuxième, et ensuite sur le troisième en partant. On n'a pas parlé de ça dans les médias. Il n'y a que les personnes qui étaient présentes qui peuvent le savoir. Je crois que tu étais là, ce n'est pas toi qui as tiré. Peut-être qu'on t'a forcé à y aller, que tu avais peur. Peut-être que tu avais peur des représailles si tu refusais d'y aller. Je vous l'ai déjà dit, j'étais chez mon oncle à Greenville. L'un des individus nous a donné un alibi. Il a dit qu'il était chez son oncle du samedi soir jusqu'à 22h30 le dimanche soir. Je sais que tu as peur et que tu es stressé. J'étais pas là. Ah bon? Je vous jure que j'y étais pas. Chacun de leurs alibis a pu être confirmé. Nous étions donc convaincus que ces 3 jeunes gens n'avaient rien à voir avec ce crime. Les 3 élèves sont écartés de la liste des suspects. Parfois, ils sont au courant de certains éléments de l'enquête par bouche à oreille. Nous étions revenus à la case départ. Ça a été l'un des pires moments de découragement que j'ai vécu de toute ma carrière. À la mosquée, la famille et les amis viennent assister aux obsèques de Sam, Nabil et Jabber. Les gens des villes alentours se sont rassemblés, notamment des membres des communautés yéménites et arabes. Les 3 cercueils sont arrivés à la mosquée et nous avons prié pour ces 3 belles personnes. J'étais dévasté. Je n'étais pas prêt à leur dire adieu. C'était bouleversant. Avec mes camarades de classe, on a allumé des bougies et on a organisé une veillée à l'épicerie. Je sais que ça va être très dur pour les personnes qui étaient proches de lui ou de sa famille. Prions pour sa famille. Prions pour sa famille. J'aimerais que les gens sachent qu'ils devraient être là aujourd'hui et qu'on garde dans notre cœur le souvenir de leur amour. Une dame m'a appelé pour me dire que sa fille était en voiture ce jour-là, avec un homme qui se faisait appeler Schtroumpf ou Schtouff, et que c'était l'auteur des meurtres dans l'épicerie. L'information la plus importante pour nous, c'est qu'elle affirmait que cet homme portait les mêmes vêtements que le tireur du braquage. Il faut que votre fille vienne nous parler. Sa fille était vraiment terrifiée de ce qui risquait de lui arriver si elle parlait à la police. Je l'ai supplié de convaincre sa fille de venir nous parler, mais elle m'a dit qu'elle avait trop peur. Je comprends qu'elle ait eu peur. Cet homme avait tué 3 personnes de sang-froid, sans la moindre hésitation. Le 3 avril, nous avons reçu un appel du propriétaire du Kingsmart, une boutique du centre-ville de Farmville.
D'après lui, les 3 personnes qui avaient braqué le Hustle Mart étaient venues dans sa boutique 3 jours avant le vol. Nous espérions au moins apercevoir leur visage. Voyons ça. Le gérant du magasin cale la vidéo à 18h30, l'heure à laquelle il pense avoir vu les individus. Une Mazda noire se gare à côté des pompes à essence. Un homme noir en sort et se dirige vers la boutique. Mettez en pause. Il porte un t-shirt blanc et un jean. Revenez en arrière. Sur la vidéo, on voit un deuxième homme noir sortir de la voiture. Il a de longues dreadlocks. Il porte un t-shirt blanc. Montrez-moi l'intérieur. Le premier homme entre dans la boutique pour acheter quelque chose. Zoomez. Il a la même casquette que celle qu'on voit sur la vidéo du braquage. C'est peut-être notre homme. Essayez de retrouver son copain. Le deuxième homme fait juste un tour. Il ne ressemble pas aux individus impliqués dans le triple meurtre. Sur la vidéo du King Smart, où l'on aperçoit les 2 hommes, l'un des 2 est habillé comme le tireur du Hustle Mart. Nous avions désormais une voiture, mais aussi un visage. Au bureau du shérif, les enquêteurs visionnent les vidéos antérieures du Hustle Mart. Nous avons trouvé des images d'un homme noir avec un t-shirt blanc, une casquette rouge et bleue et un jean, et qui était venu dans le Hustle Mart plus tôt dans la journée, vers 10 h du matin. Il a acheté une boisson et un paquet de cigarettes. Les pauses. Un homme noir grand avec une casquette des expos de Montréal et un t-shirt blanc. Ça pourrait bien être le tireur. Il se trouve que c'est Nabil qui a servi le suspect ce jour-là, quand il est venu dans le magasin. C'était assez troublant de voir cet homme à la caisse avec sa casquette des expos de Montréal, en sachant qu'il allait assassiner l'homme qui se trouvait face à lui moins de 12 heures plus tard. Police criminelle. Une jeune femme a appelé en disant qu'elle avait vu la vidéo des braqueurs et que l'homme à la chemise bleue se trouvait chez elle en ce moment. Elle était terrifiée. Elle voulait que des policiers viennent le faire sortir de chez elle immédiatement. On arrive. Nous étions face à un homme qui n'avait pas hésité, le moins du monde, à tuer 3 hommes innocents.
La brigade d'intervention s'est approchée par la porte arrière de la maison. Police! J'ai entendu quelqu'un à l'intérieur crier « Je ne suis pas armé, je ne suis pas armé ». Ils l'ont arrêté, puis l'ont conduit en garde à vue. Je suis entré dans la maison et en passant la porte, j'ai vu un pistolet de calibre 9 mm. Il ressemblait à celui qui avait servi au meurtre de l'épicerie. L'arme est immédiatement envoyée au laboratoire pour être analysée. Je me souviens du moment où ils l'ont fait entrer dans le bâtiment. C'était la première fois de ma vie que je regardais quelqu'un dans les yeux, sans rien y voir. Rien du tout. Aucune expression. Son regard était vide. Asseyez-vous. Nous avons pu établir que la personne que nous avions arrêtée était Antoine André Anthony. Il avait 29 ans. Antoine a déjà été condamné. Son surnom dans la rue? Schtroumpf. Il vient de sortir de prison il y a seulement 2 mois. J'étais content de pouvoir lui parler et qu'il me donne sa version des faits. Voici l'inspecteur Mitchell. Je suis l'inspecteur Stewart et on a quelques questions à vous poser, d'accord? Il était très silencieux et très détendu, comme s'il pensait qu'on n'avait rien sur lui. Signez ici. Il est écrit que vous connaissez vos droits et qu'on vous les a lus. Je ne veux pas renoncer à mon droit d'avoir un avocat. Vous ne voulez pas y renoncer? C'est bien ça? Ouais. D'accord. Vous voulez nous parler? Je veux un avocat. Je ne voulais pas le relâcher. Alors, on l'a accusé de port d'armes illégales. Ça faisait partie de notre stratégie pour pouvoir obtenir des preuves et arrêter ses complices. Cette histoire commençait à faire parler. Et une fois que ça a commencé à se savoir, d'autres personnes se sont manifestées. Vers 17h, un homme s'est présenté de lui-même au bureau du shérif. Bonjour, je suis l'inspecteur Stewart. Comment vous vous appelez? Xavier. D'accord. Quel est votre nom complet? Xavier Montège-Chambolle. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on voulait vous voir? On m'a dit qu'on racontait des choses au sujet d'une fusillade. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Moi, j'ai tué personne. D'accord. Qui a tiré? Schtroumpf. D'accord. Monsieur Chambolle a dit qu'il avait été le 3e à entrer. Il portait un sweat noir et un short rouge. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Alors, ce Schtroumpf dont vous parlez, qui est rentré en premier? C'est lui. Schtroumpf. D'accord. Et qui était le deuxième? L'autre type. Comment il s'appelle? Je connais pas son vrai nom. Ok. On l'appelle Little Ray. Et il parle de Little Ray en le désignant comme celui qui portait un sweat à capuche noire et un pantalon noir et qui est resté au comptoir. Vous allez m'arrêter? Quand on aura terminé, on verra ça avec la procureure. C'est elle qui décidera. D'accord? Bon.
comprenez. Il s'est mis à pleurer. Il venait de se rendre compte qu'il était embarqué dans quelque chose dont il aurait du mal à s'extraire. 6 heures plus tard, l'enquête connaît un nouveau rebondissement. Alors, Ekwon, tu as 14 ans, c'est ça? Ouais. Aux alentours de 23 heures, ce soir-là, la mère de Raekwon Blount nous a emmené son fils. C'est grave ce que tu fais à 14 ans. Little Ray était un enfant. Il n'avait que 14 ans. Tu sais ce qui s'est passé à l'épicerie? Oui, monsieur. Combien de personnes ont été tuées? 3. 3 personnes. Tu t'es enfui au premier coup de feu? Oui. Ça t'a fait peur, c'est ça? Je comprends. Si tu as eu peur, pourquoi tu es revenu? Pourquoi? Tu aurais pu aller dans la voiture ou partir à pied. T'as pas voulu abandonner tes copains, c'est ça? Le mec dans la voiture m'a dit d'y retourner. Quand sur les images de la vidéosurveillance, on le voit passer la porte du magasin, il revient parce que quelqu'un dans la voiture lui a dit d'y retourner. Nous avions donc une 4e personne à identifier. C'était quoi comme voiture? Une Chrysler. Quelle couleur? Verte. La voiture qu'ils ont utilisée pour le braquage était une Chrysler verte. Et après, vous êtes allé où? À Fontaine. C'était chez qui? Dans une maison. Qui conduisait? Il ne connaissait que le surnom du conducteur, Wicked. D'après sa description, il avait des dreadlocks. Nous avons une personne non identifiée sur les images du King Smart, avec des dreadlocks. Nous avons organisé une séance d'identification sur photo et nous avons découvert que le vrai nom de Wicked était Willie Whitehead. Whitehead fait partie d'un gang. Il est immédiatement convoqué pour être interrogé. Vous savez ce qui s'est passé dimanche soir? Vous savez de quoi je veux vous parler? Bien sûr que je sais ce qui s'est passé. Ils en ont parlé à la télé. Whitehead nie toute implication. Il dit avoir passé la soirée avec sa petite amie, Ashley. Tout d'un coup, elle est arrivée pour dire qu'il était avec elle ce soir-là. Whitehead a peut-être un alibi, mais les enquêteurs continuent de chercher des preuves de sa participation au braquage. Grâce aux informations que nous avait données Raekwon Blount, nous avons pu obtenir un mandat de perquisition pour la maison dans laquelle les suspects sont allés après le braquage. Devant la maison, ils découvrent une Chrysler verte et la Mazda noire qui avait été vue devant le King Smart. Nous avons saisi les 2 véhicules pour les fouiller. Nous avons trouvé un reçu de Walmart pour un achat de munitions. Il était daté de 2 jours avant les meurtres. Et les munitions en question étaient de calibre 9 mm. Allez au 30 mars vers 17h35. Là, c'est eux. 2 jours avant le braquage, les suspects étaient à Walmart. Willie Whitehead, Antoine Anthony et une femme. Est-ce qu'on peut voir la transaction?
Ils ont pensé à faire acheter les munitions par cette femme, car ils avaient tous les deux un casier judiciaire. C'est elle qui les achète, pendant qu'ils essaient de faire croire qu'ils ne sont pas avec elle. Ils ont fait comme s'ils n'étaient pas ensemble. Mais on savait que c'était faux, car ils s'étaient parlé à l'intérieur du magasin. Une semaine plus tard, la petite amie de Willie Whitehead demande à parler aux enquêteurs. Ashley Johnson est venue pour un deuxième interrogatoire. Je voudrais dire quelque chose. Allez-y. Si je vous dis la vérité, est-ce que vous pouvez m'assurer que je serai protégée? Je ne parle pas de Willie, je parle de Antoine. Elle a reconnu avoir menti la première fois qu'elle nous avait parlé. Il m'a dit, Willie était avec toi? Je l'ai regardé et il m'a dit, si on me demande, t'as intérêt de dire qu'il était avec toi. Sinon je te tue. Ou je demande à un de mes gars de te tuer. D'accord. On l'avait menacée pour qu'elle lui fournisse un alibi. En réalité, Whitehead n'était pas avec elle le soir des meurtres. L'analyse balistique réalisée sur l'arme d'Antoine constitue une nouvelle preuve accablante. Cette arme a tiré les 3 balles qui ont tué les 3 personnes présentes dans l'épicerie ce soir-là. Les 4 suspects sont inculpés pour vol à main armée et meurtre. En mars 2016, le procès pour meurtre s'ouvre. Antoine Antony et Willie Whitehead travaillaient ensemble. Ils ont recruté Raekwon Blount et Xavier Shamble pour monter leur coup. En l'occurrence, il s'agissait d'un braquage. En passant devant le Hustle Mart, Antoine Antony a dit « On va faire un coup ». Willie Whitehead a arrêté la voiture. Et les 3 autres sont entrés pour braquer l'épicerie. Antoine Antony donnait les ordres. Et c'est lui qui a exécuté les 3 personnes qui travaillaient dans le magasin. D'abord Sam, puis Jabber, et enfin Nabil. Mon sang se glace à chaque fois que je vois ces jeunes hommes se faire exécuter. Ça me brise le cœur. Les vidéos montrent qu'un billet de 20 $ comptait plus pour lui que la vie d'un homme. Ce qui est le plus choquant dans ce crime, c'est qu'il était absolument inutile de tuer ces hommes. Ils auraient pu se contenter de prendre l'argent. Ainsi, 3 vies auraient été épargnées. Xavier Shamble et Raekwon Blount plaident coupables de vol à main armée et de triple homicide. Shamble est condamné à une peine de 13 à 17 ans de prison. Blount, quant à lui, écope de 9 à 12 ans de prison. Willie Whitehead est reconnu coupable de triple assassinat. Il est condamné à 3 peines de prison à perpétuité. Antoine Antony est reconnu coupable de triple assassinat et de vol à main armée. Il est condamné à mort. Il a fait appel de cette décision. La cruauté du crime justifiait qu'on requiert la peine de mort. Il fallait s'assurer qu'il ne fasse plus de mal à qui que ce soit. Sam avait 16 ans. Il n'a pas connu l'amour.
Il n'a pas connu la joie d'apprendre à se découvrir, à poursuivre ses rêves. Il n'était qu'au début, et tout s'est envolé du jour au lendemain. Je ne me l'explique pas. Si Nabil pouvait me voir, je lui dirais à quel point il me manque. Il ne se passe pas un instant sans que je ne pense à lui.